La communication a un très joli titre, n'est-ce pas? La danse des mots ou l'étrange maladie de Ferdinand. Bonjour et merci. Je vais essayer finalement de vous raconter à propos d'une certaine scène de Mort à crédit comment Céline a thématisé le devenir visionnaire de l'enfant dont vient de nous parler Anne Bonnard. Alors, dans Mort à crédit, le 9e jour qui suit l'entrée à l'école communale de Ferdinand est marqué par la survenue d'une étrange maladie. Celle-ci est prétexte à une scène fantastique et euphorique. Je cite, « Je ne pouvais plus cacher ma joie, des distractions, des drôleries qui me survenaient dans les tempes, dont il me semble qu'il serait intéressant de pouvoir préciser si elle a ou non inspiré le complot d'Oedipe, participation de Woody Allen au film de New York Stories. Dans ce court-métrage, sorti sur les écrans en 1989, une mère, contrariée par le choix amoureux de son fils déjà quinquagénaire, ne cesse de le harceler de ses commentaires. Son comportement intrusif prend de telles proportions qu'elle en devient une figure aussi colossale qu'envahissante du ciel de Manhattan, où elle semble avoir pris ses quartiers. Sorte de gigantesque baudruche, prenant à partie les passants, monopolisant leur attention et suscitant de nombreux attroupements. Difficile ici de ne pas songer à la cliente fantasmagorique de Mort à crédit qui, du haut du ciel de Paris où elle a pris forme, entraîne les habitants du passage Choiseul dans une folle équipée. Je cite, « D'abord, j'ai vu tout en rouge, comme un nuage gonflé de sang. Et c'est venu dans le milieu du ciel. Et puis il s'est décomposé. Il a pris la forme d'une cliente. Et alors d'une taille prodigieuse. Une proportion colossale. Elle s'est mise à nous commander, là-haut, en l'air. Elle nous attendait, comme ça, en suspens. Si comparaison n'est pas raison, et si le hasard de la communauté d'intuition est plus fréquent que le ne souhaiteraient les critiques génétiques, la proximité de la figuration des deux personnages reste troublante. Mais que Woody Allen se soit ou non intéressé aux écrits de Céline, le lien entre les deux œuvres est peut-être à chercher ailleurs. De fait, dès 1979, Christine Sotomayor, à partir d'une lecture théâtrale et cinématographique de Casse-Pipe, avait souligné l'importance du visuel pour le romancier et souligné ce que sa technique d'écriture doit au cinéma et au théâtre, notamment de Courteline, en faisant la part belle au découpage et au morcellement du récit en scénettes ou tableaux, reliés plus ou moins à un fil conducteur. Elle proposait alors, je la cite, de parler de représentation scénique ou de spectacle en traitant de certaines formes de composition ou de mise en scène communes aux deux arts, et de réserver le terme théâtre à l'élément verbal, retenant de la technique proprement cinématographique les trois éléments essentiels qui ont été indiqués par Béla Ballas dans la théorie du film, à savoir la diversité des positions de la caméra, le gros plan et le montage. S'agissant de la scène qui m'intéresse aujourd'hui, pages 585 à 593 de l'édition de la Pléiade, je l'envisagerai comme une forme très particulière de scénographie, le tableau clinique, ici, de la maladie de Ferdinand. Tout commence par des vomissements incoercibles qui valent à l'enfant d'être amené à la boutique de sa mère en milieu d'après-midi par la femme de service. L'apparition brutale du symptôme, les tout premiers jours d'école, et le commentaire peu enthousiaste du narrateur, on devait s'intéresser qu'aux devoirs et pas troubler l'instituteur, aurait pu faire discuter une phobie scolaire. Pourtant, plus prosaïque, et peut-être aussi plus réaliste, Clémence soupçonne d'abord un abus de friandise. Abus contre lequel le narrateur s'élève aussitôt en faux. Arrivée à la boutique, j'en finissais pas de vomir. Ma mère d'abord était douteuse. Elle a commencé par prétendre que j'avais bouffé des nougats. C'était pas mon genre.
Bien que séduisantes et vraisemblables, ces deux hypothèses diagnostiques doivent toutefois être abandonnées. En effet, les vomissements ne sont pas isolés et une forte fièvre accompagnée, ainsi que nous l'avons vu, d'idées délirantes à mécanismes imaginatifs et hallucinatoires visuels, ne tarde pas à dominer la symptomatologie. À la fin, j'ai plus rendu. J'étais confit dans la chaleur. Je m'intéressais énormément. Jamais j'aurais cru possible qu'il me tienne autant de trucs dans le cassis. Des fantaisies, des humeurs abracadabrantes. Clémence, qui se tenait plus d'inquiétude, révise donc son diagnostic. « Vois-tu, Auguste, qu'il aille nous faire une méningite ? Ce serait bien encore notre veine. » On apprendra au début de la scène suivante qu'à l'encéphalite a succédé une éruption cutanée. La maladie a fini par des boutons. Le diagnostic semble donc plié, et dans le résumé de l'édition de la Pléiade, Henri Godard divise cette séquence en deux sous-thèmes, l'école et la méningite et le délire. Je laisse aux historiens le soin de préciser ce qu'il en est des éléments de réalité. François Gibault, dans la biographie, Henri Godard, dans la notice de la Pléiade, ne font aucune allusion à une quelconque méningite infantile. Il n'y a pas là de quoi surprendre. En 1900, les chances de survie à une méningite bactérienne étaient des plus ténues. Mais les méningites, Céline ne l'ignorait pas, peuvent aussi être virales. Il est donc vraisemblable que selon le principe d'amplification et de noircissement à l'œuvre dans la transposition romanesque, si réalité biographique il y a, cette pseudoméningite soit la version fortement dramatisée, la transposition hyperbolique liée au parti pris tragique, précisément tragicomique du roman, d'une plus banale et presque inévitable rougeole ou varicelle de l'enfance. Je dis encore pseudo, car si le diagnostic de méningite est mentionné dans le récit, il manque à la description clinique des symptômes bien plus typiques tels que la raideur de nuque, l'intolérance à la lumière, sans oublier les peu spécifiques céphalées ou le coma. A contrario, tous les parents le savent, la fièvre et les vomissements mentionnés par le narrateur sont des symptômes extrêmement banals dans l'enfance. Par ailleurs, Ferdinand, et Louis son modèle ayant survécu, les très flous boutons par lesquels finit la maladie évoquent bien davantage une fièvre éruptive infantile bénigne qu'un purpura méningo-coccémique. Même si, j'y reviendrai, il faudra peut-être aussi envisager d'autres sortes de fièvres éruptives dont l'origine n'est pas infectieuse. De fait, seul importe dans cette pseudoméningite l'ancrage somatique du tableau délirant, repérable au caractère visuel prédominant des hallucinations. Prenant place dans l'enfance, la scène fantastique dont la maladie est l'occasion ne pouvait être attribuée à une crise de paludisme, comme cela sera le cas ailleurs. Elle ne pouvait pas davantage être rapportée aux séquelles de la blessure de guerre, comme la fièvre délirante, qui, au début du roman, s'empare de Ferdinand au moment où sa conversation avec Mireille dégénère. Ce que j'en dis, c'est pour expliquer qu'au Bois de Boulogne, il m'est venu un petit accès, établissant ainsi un lien de continuité avec une autre promenade au Bois de Boulogne, au début de Voyage au bout de la nuit, avec Lola, où Ferdinand décompense à la vue du stand du Tir des Nations. Alors je suis tombé malade, fiévreux, rendu fou, qu'ils ont expliqué à l'hôpital par la peur. Condition romanesque d'émergence des épisodes délirants, la fièvre qui signe l'entrée dans la maladie ou dans la transe est presque toujours au rendez-vous. De même, les vomissements rapportés à une lésion de l'oreille interne ne sont pas rares, ainsi que l'indique le narrateur de Mort à crédit, reliant sa folie à la guerre, « Je vomis quelquefois dans la rue ». Mais tel est ici le point essentiel. Fièvre et vomissements, dont on sait par ailleurs l'importance thématique dans la narration de Mort à crédit, ne sont pas tant les symptômes inauguraux d'une maladie qu'ils ne sont comparables aux motifs récurrents d'un thème musical, des opérateurs de passage, entre le discours d'actualité d'une narration inscrite dans l'ici et maintenant de l'écriture et le glissement ou l'envolée dans le registre fantastique, registre paradoxal de l'anamnèse authentique parce que véritablement créatrice. Pour le lecteur qui n'aurait pas compris et chercherait toujours une référence réaliste, le narrateur de D'un château l'autre se fait on ne peut plus explicite. J'ai été très brutalisée, certes. J'admets. Je me ressens fort de certains chocs,
j'ai le style émotif intérieur. Oui, mon privilège. Mais de telles hallucinations, auditives encore, peut-être, mais visuelles, littérature. Visuel, extrême rareté. Visuel. On ne saurait être plus clair, Le récit d'hallucination visuelle ne relève pas d'un discours de la folie, c'est de la littérature. Ainsi qu'André Derval l'a remarqué le premier, dans cette thèse de doctorat de lettres, D'un château l'autre, le narrateur nous apprend que l'hallucination permet d'entreprendre la transcription des souvenirs selon un modèle littéraire. L'incident fantastique interrompt le discours d'actualité et provoque la fièvre du héros. De ce moment, le monologue intérieur du souffrant retracera les temps forts de l'étape de Sigmaringen. Le récit de la fièvre délirante dans l'œuvre de Céline, qu'il s'agisse de la pseudoméningite évoquée aujourd'hui, de la décompensation liée à l'agression de Mireille, de l'épisode du tir des nations ou de l'embarquement sur la publique, doit ainsi être rapporté à la thématisation d'une poétique du délire, identifiée dès les premières déclarations publiques de l'écrivain au plan Shakespeare. On retrouve ici ce dont nous parlait Joanne Bénard tout à l'heure. Il faut que j'entre dans le délire, que je touche au plan Shakespeare, car je suis incapable de construire une histoire avec l'esprit logique des Français. Les références sont cependant prioritairement picturales. Tant qu'à crever d'orgueil, je préfère que ce soit auprès des peintres. Le Bruegel, Gréco, Goya même, voici les athlètes qui me donnent le courage pour étiqueter la garce. L'hallucination n'est donc pas seulement un thème romanesque fantastique, elle est aussi un mécanisme d'écriture étroitement lié au travail de remémoration. Ainsi, au début de Moracrédit, c'est l'hallucination d'un vaisseau fantôme qui, comme pour D'un château l'autre, va permettre d'interrompre le discours d'actualité et rendre possible l'évocation de l'enfance du narrateur. Par le travers de l'étoile, mon beau navire, il taille dans l'ombre, chargé de toile jusqu'au tréma. Henri Godard y a remarqué une possible allusion à un vers d'Apollinaire. « Mon beau navire, ô ma mémoire ». Il a aussi noté le lien existant entre ce passage et la traversée des morts dans le ciel à laquelle assiste Place du Tertre, Bardamu et Tania dans Voyage au bout de la nuit. Mais alors, me direz-vous, la pseudoméningite de Ferdinand étant une maladie infantile, inscrite à ce titre dans la narration des temps forts de l'enfance du narrateur, quelle sorte d'opérateur de passage peut bien constituer la fièvre hallucinatoire du petit Ferdinand, qui est un épisode enchâssé dans le précédent ? Disons en première approximation que j'ai déjà répondu à cette question lorsque, décrivant à la suite d'André Derval l'hallucination comme un opérateur de passage entre le discours d'actualité d'une narration inscrite dans la présence et le présent de l'écriture et la transcription des souvenirs selon un modèle littéraire qui renvoie au registre fantastique, j'en ai profité pour décrire le fantastique célinien comme le champ paradoxal de l'anamnèse authentique parce que véritablement créatrice, me référant ainsi au philosophe Pierre Magnard dans l'avant-propos à la couleur du matin profond, je le cite, « La mémoire véridique est anamnèse, c'est-à-dire répétition créatrice d'un souvenir qui devient archétype car il se veut inaugural pour toute la suite de vos travaux à venir. » C'est dire que si la fièvre de Ferdinand est une fièvre poétique, elle ne l'est pas seulement en raison de ses stratégies d'écriture en tant que modalité particulière de transcription. Elle l'est d'abord en ce qu'elle est aussi le récit d'une fièvre initiatique, donnant accès à un autre monde, c'est-à-dire aussi à un autre registre de la connaissance, dit supérieur, car procédant d'une relève de la connaissance du monde qui l'englobe, littéralement une métanoïa, qui est à l'esprit ce que la métamorphose est au corps. Qu'est-ce à dire ? En première appréciation, l'hallucination donne accès à une connaissance des choses non plus seulement de l'extérieur, mais aussi à partir de l'intérieur. Non plus seulement avec le regard des yeux, mais aussi avec celui de l'esprit. Non plus seulement avec le regard du voyeur, dont Céline dit pourtant qu'il l'a été passionnément, mais aussi avec celui du voyant, du visionnaire. On retrouve ici le titre de la communication d'Anne Bodard. Tel était déjà en quelque sorte le point de vue d'Esquirol, l'élève de Pinel, dans la description princeps de ce symptôme en 1817. Un homme qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur
propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens, est dans un état d'hallucination. C'est un visionnaire. Mettant à la question les frontières du normal et du pathologique, le statut clinique ambigu de l'hallucination a immédiatement intéressé et inspiré les écrivains. Thématique privilégiée de la littérature fantastique dont elle constitue le ressort d'indécidabilité, un mécanisme essentiel d'indétermination, l'hallucination est encore apparue très tôt comme une méthode expérimentale d'exploration de l'imaginaire et du processus créateur, c'est-à-dire aussi de l'interrogation des rapports entre génie et folie, objet d'une curiosité réciproque entre médecins et artistes, dont témoigne dans les années 1840 l'étroite collaboration de Moreau de Tours, psychiatre, et de Théophile Gautier autour de la description des effets du hashish. Même si elle privilégie le fameux plan Shakespeare, c'est donc à Théophile Gautier, premier écrivain français à avoir cherché à tirer des effets littéraires d'une expérience hallucinatoire, que remonte la branche française de la généalogie littéraire de la poétique célinienne du délire. Frappant est pour Max Milner l'art avec lequel Gautier exploite et assurément prolonge les virtualités poétiques des modifications sensorielles qui se sont produites en lui. On trouve ainsi dans ses écrits des images riches et variées pour évoquer le développement des formes et des couleurs, les expériences de fusion sensorielle et de perte des limites du moi, que Baudelaire reprendra dans Les Fleurs du Mal, dont Théophile Gautier est, rappelons-le, le dédicataire. Surtout, il est le premier à mêler, selon une formule de la notice qu'il rédige pour la 3e édition posthume des Fleurs du Mal, je cite, « ses propres hallucinations, entendez son imagination, à l'expérience hallucinatoire vécue et aux réminiscences littéraires. » Davantage, après une dizaine d'expériences, il aurait renoncé pour toujours à cette drogue enivrante, non qu'elle nous eût fait mal physiquement, mais le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. Il en donne pour preuve l'exemple de Balzac, venu une seule fois à ses soirées expérimentales et que l'idée de penser malgré lui-même choquait vivement, ainsi que celui de Baudelaire, sobre comme tous les travailleurs, et qui ne vint que rarement et en simple observateur aux expériences de l'hôtel Pimodan. Ainsi, dans les pages de Céline qui nous intéressent aujourd'hui, la séquence verbale hallucinatoire, les mots dansés autour de nous comme autour des gens du théâtre, des vives cadences, des imprévus, des intonations magnifiques, des irrésistibles, et peut-être une réminiscence baudelairienne, celle de la sorcellerie évocatoire de la grammaire dans le poème du hashish. Je cite, « Si vous vous êtes jeté dans un théâtre, et le cortège délirant de Mort à crédit s'écrase sur la Comédie Française. La première phrase venue, si vos yeux tombent sur un livre. Tout, enfin. L'universalité des êtres se dresse devant vous avec une gloire nouvelle non soupçonnée jusqu'alors. La grammaire, l'aride grammaire elle-même devient quelque chose comme une sorcellerie évocatoire. Les mots ressuscitent, vêtus de chair et d'os. Le substantif, dans sa majesté substantielle, l'adjectif, vêtement transparent qui l'habille et le colore comme un glacis, le verbe, ange du mouvement, qui donne le branle à la phrase. C'est pourtant la référence à Rimbaud qui s'impose dans ces pages. Notamment celle à l'idée du poète comme voyant des lettres des 13 et 15 mai 1871 à Georges Isambard. « Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Et à Paul Demny, je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Il faut l'entendre résonner dans la scène tout entière, qu'il convient de lire littéralement comme une heure de littérature nouvelle en écho à cette lettre célèbre. Pour en proposer deux exemples, la formule rimbaldienne « je » est un autre, apparaît dans la description que le narrateur donne de sa fièvre.
il m'est monté dans tout le corps de telles bouffées de fièvre, un afflux de chaleur si dense que je me croyais devenu un autre. De même, le passage déjà cité, je m'intéressais énormément, jamais j'aurais cru possible qu'il me tienne autant de trucs dans le cassis, répond au commentaire par lequel Rimbaud prolonge et explicite cette assertion. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Théâtre ici encore. Céline, le musicien, n'affirme-t-il pas ailleurs, sous le couvert de Thomas à Campis, « N'essayez pas d'imiter la fauvette ou le rossignol si vous ne pouvez pas. Mais si c'est votre destin de chanter comme un crapaud, alors allez-y, et de toutes vos forces, et qu'on vous entende. » De même, la séquence verbale hallucinatoire évoquée tout à l'heure comme une réminiscence baudelairienne n'est pas sans rappeler la langue de la lettre à Paul Demny qui, citation presque littérale du 8e vers du sonnet Correspondance, sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant de la pensée et tirant. Elle est encore à lire en référence à Alchimie du verbe, où Rimbaud franchit un pas décisif, celui du passage de l'hallucination simple au sophisme magique explicable par l'hallucination des mots, c'est-à-dire le processus de version interne à quoi me paraît correspondre l'épisode délirant de Ferdinand. Rien d'étonnant à cela, puisque dans la scène précédente des tribulations du guéridon Louis XV, dont Suzanne Lafont, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui, nous avait régalé lors du colloque de Milan en 2008, c'est l'esprit de Rimbaud qu'aurait fait revenir le jeune Ferdinand, vieilli d'1 an pour mieux faire résonner les vers du poète dans les poètes de 7 ans, quand il craignait les blafards dimanches de décembre, ou pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à tranches vers chou. Même si c'est un goût commun pour la lecture de journaux illustrés nettement plus suggestifs, accrédité par la présence d'une mésange Rimbaud particulièrement délurée dans la bande d'enfants gravitant autour de Courcial des Pereire, qui, au final, justifie pour Suzanne Lafont l'allusion au poète. Ferdinand aurait, selon elle, ceci de commun avec le jeune Rimbaud, d'être, je cite, un enfant livré aux répugnances, c'est-à-dire à tout ce qui éveille ses désirs charnels. Revue à la lumière de cette hypothèse, l'éruption cutanée qui signe la fin de la maladie de Ferdinand devrait être lue comme une puberté particulièrement précoce, ainsi que le confirmerait au début de la scène qui succède à la séquence suivante, dans les 2 mois donc qui suivent le décès de la grand-mère Caroline, tombée malade à la fin de la convalescence de l'enfant, au terme de janvier, des troubles de l'érection. Je faisais semblant d'avoir besoin, je partais m'amuser dans les chiottes, je me tirais un peu sur la glande, je ne pouvais plus bander. Conforme à l'hypothèse d'un éveil conjoint des sens et au sens élaboré par Suzanne Lafont à propos des tribulations du guéridon, la fièvre de Ferdinand serait donc une fièvre initiatique, non seulement parce qu'en raison de ses nombreuses allusions poétiques, elle s'inscrit dans une généalogie littéraire prestigieuse, mais encore parce que sur le plan thématique, elle prolonge l'éveil du petit Ferdinand entamé dans la séquence précédente. Le drame, je l'ai saisi vraiment. L'ardente politesse, la juteuse profonde mélodie, tant de visions à branler. Éveil au sens qui, me semble-t-il, et c'est là que je me différencie de ta lecture, Suzanne, n'est pas tant, du moins dans la scène qui m'intéresse, la scène de la maladie, éveil à la signification des événements, éveil à une conscience historique, qu'éveil initiatique à la littérature et à la poétique du délire, parce que le sexe est à la base de toutes ces choses, ainsi que Céline l'écrivait en 1933 à Evelyne Paulet, après qu'elle lui eut à donner à lire le manuscrit de son roman « La Maison Carrée ». Suzanne Lafont, rappelons-le, considère la scène du guéridon comme une scène fondatrice de Mort à crédit.
Elle y lit tout d'abord la version réussie d'une première expérience traumatisante lors de la livraison d'un autre guéridon chez une cliente lubrique. Empruntant à l'essai de Gilles Deleuze, L'île déserte, l'idée de la nécessité d'une première fois ratée ou compromise pour qu'ait lieu une seconde naissance, celle du sujet à lui-même, elle voit dans la scène du baiser échangé entre Madame Pinez et d'Orange, qui fait craquer jusqu'aux précieux meubles, le moment où Ferdinand, devenant à la fois spectateur et acteur de ce qu'il vit, accède, je la cite, au sublime de la représentation, c'est-à-dire à la scène intime où les émotions de la chair et celles de l'âme vont de pair. L'expérience de la clinique et la lettre du texte m'invitent toutefois à modérer ce point de vue idéal. Dans la perspective de la psychanalyse, l'accès au choix d'objets et donc l'éveil à la vie sexuelle s'effectuent eux aussi en deux temps. Et c'est le second temps, souvent plus anodin, qui prend une valeur traumatique en raison de son intense résonance avec la première séduction oubliée, d'une part, et de la puberté survenue entre-temps, d'autre part. Celle-ci, en effet, en rendant possible physiquement l'accomplissement sexuel, confère un caractère traumatique et angoissant au fantasme incestueux infantile universel que vous connaissez tous. Quand je serai grande, je me marierai avec papa. Quand je serai grand, je me marierai avec maman. Or, pour s'en tenir à la lettre de mort à crédit, et donc ignorer la réalité biographique, la première scène de séduction infantile, liée à la première livraison de guéridon, est une scène d'abus sexuel. C'est-à-dire, en matière d'accomplissement, ou plutôt d'inaccomplissement sexuel, une scène aux potentialités explosives. Or, si la seconde scénette du guéridon est bien l'occasion pour Ferdinand d'émois sensuels plus orgiaques, je cite Suzanne Lafont, dont l'expression emprunte à la poétique baudelairienne, elle doit aussi être mise en relation avec l'épisode de défloration par la gorloge qui, dans l'édition de la Pléiade, prend place une centaine de pages plus loin. La crudité et l'obscénité du vocabulaire en font l'une des scènes les plus violentes du roman. Par ailleurs, ainsi que je l'ai détaillé ailleurs, la conjonction thématique du viol de Ferdinand et du vol du précieux bijou dont il a la garde donne à lire la disparition du Sakyamuni comme le manque symbolique, la statuette représente le dieu du bonheur, d'un objet imaginaire, cette effigie n'a d'existence que dans le récit. Aussi, bien que le récit soit destiné à faire rire le lecteur, l'angoisse dite de castration, réactivée par le vécu de la perte, se substitue au niveau de la narration à la jouissance euphorique attendue du discours d'allure pornographique. Jouissance dont la disqualification est accentuée par le contraste saisissant existant entre les plans narrants et narrés du récit, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte et la manière dont on raconte l'histoire. De fait, occasion d'une figuration particulièrement monstrueuse du féminin, l'assonance gorloge-gorgone, cette scène s'inscrit aussi dans le droit fil des discours structurés par le mythe de la femme fatale. Retenons pour aujourd'hui que les éléments thématiques faisant le lien entre la scène du guéridon et celle de la séduction par la gorloge sont déjà apparents dans le récit de la maladie de Ferdinand. Ainsi, la scénette sentimentale jouée entre Madame Pinez et d'Orange est-elle rejouée sur le mode dégradé du guéridon Louis XV en guidon du tricycle de l'oncle Édouard. Dans cette représentation allégorique de l'écriture romanesque célinienne, si le guidon, privé des émotions du guéridon, ne peut pas craquer, son moteur, facile à mettre en branle, lui permet de roucouler au rythme de la conversation de la mystérieuse tante Armide, dont le portefeuille brodé de la mention « Bon souvenir » atteste en petites perles le don pour la réminiscence. Comme toute Armide qui se respecte, elle est occupée à charmer son amoureux, nocturne médecin des Hespérides, dont la noirceur semble constituer le seul attribut. Le moteur, tout doux, roucoulé comme un amoureux ramier. Devant son guidon, calfeutré entre les coussins, tante Armide taillait la bavette avec un monsieur tout en noir. De même, les proportions monstrueuses prises dans cette scène par la cliente, universalisée sous le nom de la dame, assurent non seulement un lien entre toutes les figures féminines séductrices,
de la cliente des Ternes à la Gorloge en passant par Madame Pinez, mais elles permettent encore de figurer le caractère inquiétant, nocturne, du lien au féminin de l'écriture célinienne. La garce, nous l'avons vu tout à l'heure, est chez Céline l'un des noms de la mort. Le thème du théâtre, enfin, n'échappe pas à ce parti pris de renversement, comme en atteste l'échouage final du cortège hallucinatoire sur la Comédie Française. Outre que ce parti pris de renversement est essentiel au registre carnavalesque du roman, il traduit le refus célinien, rappelé par Émile Bramy, de se laisser enfermer dans une forme préétablie. Il ridiculise encore, en les détruisant, les ambitions théâtrales de l'écrivain. Ce parti pris thématise ainsi la difficulté pour l'écriture romanesque célinienne de maintenir un équilibre aussi précaire qu'instable entre poésie et théâtre. Celui-là même, nous l'avons vu, que la scène du guéridon, avec son éveil conjoint d'essence et au sens, avait permis à Ferdinand de saisir le drame, je l'ai vraiment saisi, l'ardente politesse, la juteuse profonde mélodie, tant de visions à branler. Tant de visions à branler, telle celle précisément de la figure inversée de la Malibran, la Méquilibre, la belle artiste du français de la fièvre initiatique de Ferdinand, figure allégorique de la muse aux 1000 tours dont la métisse, depuis le premier vers de l'Odyssée, tourmente tout narrateur et qu'il n'est guère possible de taquiner, de branler impunément, le moindre faux pas ne pardonnant pas. De fait, l'ardeur inséparablement sexuelle et poétique de la Méquilibre est si excessive qu'elle finit par s'y brûler, connaissant ainsi le destin d'Empédocle. La belle artiste, la Méquilibre, au fond de sa loge, s'acharne sur sa poésie. Elle a des vers plein l'esprit avant de paraître en scène. Elle se rince si fort la cracouze qu'elle en trébuche. Elle bascule au fond du foyer. Elle pousse un cri prodigieux. Le volcan a tout consumé. Fièvre pubertaire précoce de l'éveil conjoint d'essence et au sens, l'étrange maladie de Ferdinand est une fièvre génésique au sens littéral d'embrasement créateur. Ma tête s'est mise à bouillir, dont témoigne par exemple la couleur rouge sang du nuage qui va donner forme à la dame, en opposition à la chair jaunie et mobile de Bébert dans le Voyage et à celle d'Émile Orgeat, l'ami bossu, qu'il avait toujours connu comme ça et verdâtre en plus. Son déclenchement est peut-être à rapporter à la présence d'un facteur favorisant d'une disposition particulière. De son propre aveu, Ferdinand a toujours eu la grosse tête. J'ai toujours eu la grosse tétère, bien plus grosse que les autres enfants, je ne pouvais jamais mettre leur béret. Ça lui est revenu d'un coup à maman, cette disposition monstrueuse. Forme d'accouchement mythologique de soi-même, la fièvre de l'enfant pourra ainsi, au terme d'un embrasement périlleux, car toujours à double sens, il ne reste rien au monde que le feu de nous, donner le jour à une écriture faisant la part belle à la fantasmagorie au sens que lui donnait Jean Bellemin-Noël, une manière de faire parler le fantasme, de le sortir de son gîte intérieur, singulier et obscur, pour l'amener à la lumière et le transformer, je cite Bellemin-Noël, en objet de séduction, de fascination et de jouissance esthétique pour le lecteur. Cet embrasement créateur est donc à placer sous le signe d'une poétique du délire dont Céline cessera peu à peu d'être seulement l'héritier pour devenir un peintre visionnaire, accomplissant ainsi le fantasme littéraire d'auto-engendrement de l'écrivain par l'œuvre et dont la puissance d'invention, n'en déplaise au lecteur de féerie pour une autre fois, constituera toute l'hallucination. Je cite « Ah, que vous écriez, salaud! Il hallucine l'hargneux cocu. Rien du tout tel est arrivé. Il invente, brodouille, délate, venime, daube. » Stratégie d'écriture liant souvenir et délire, l'hallucination, comme je l'ai dit dans un autre colloque, deviendra dans les romans ultérieurs de Céline, de façon tout à fait originale et novatrice, un procédé
de reviviscence qui doit permettre à l'auteur de revoir et de revivre, tout en donnant simultanément au lecteur à voir et à vivre. Procédant par amplification et métamorphose de l'anecdote, l'hallucination dans le roman célinien apparaîtra de plus en plus clairement comme une opération conjointe de perception et de représentation, donnant lieu ainsi à une vision au double sens du terme. Raison apparente et texte préliminaire de l'œuvre à venir, les souvenirs des choses vues, dont Céline confiait en 1933 à Charles Chassé qu'il ne comptait pas tant que ça, demeureront à jamais, n'en déplaise aux exégètes, le simple support, prétexte avec un tiret entre les deux, prétexte en un seul mot, banal, de l'activité de reviviscence, qui, seule forme d'accès à la mémoire vive et connaissante, la mémoire créatrice de l'anamnèse authentique, est seule à pouvoir prétendre faire œuvre. Le narrateur y réussit dans la maladie initiatique qu'est l'embrasement créateur de la fièvre génésique, je l'ai déjà indiqué, par une version interne. Véritable processus d'introjection, celle-ci est thématisée dans le roman sous la forme de l'incorporation de la barre qui, dans le premier épisode délirant de Mort à crédit, celui auquel était dévolu le passage à la narration de l'enfance, était l'attribut du pilote du vaisseau fantôme, la barre du nocher Caron, la barre du Thanatote que va devenir Céline. Je vous rappelle la citation et la prolonge. « Par le travers de l'étoile, mon beau navire, il taille dans l'ombre, chargé de voiles jusqu'au tréma. Il pique droit sur l'Hôtel-Dieu, la ville entière tient sur le pont tranquille. Tous les morts, je les reconnais. Je sais même celui qui tient la barre. Le pilote, je le tutoie. » On retrouve d'ailleurs une scène équivalente dans un autre film de Woody Allen, je crois que c'est Scoop si je me souviens bien. Cette barre, pour en revenir à Céline, d'un rouge terrible, qui n'est pas sans assonner dans l'après-coup de la lecture avec le mythe de la trépanation dont se prévaudra l'écrivain, allant jusqu'à inviter certains de ses hôtes à sentir la plaque, est aussi celle de l'érection d'un gamin trop vite grandi, dont l'embrasement pulsionnel signifie d'abord la défaillance de la dame et de ses avatars grotesques à remplir, comme autant de mères oedipiennes monstrueuses, un rôle protecteur de par excitation auprès de l'enfant, contraint dès lors à mûrir mal et trop vite. Si le sexe est à la base de l'écriture, c'est aussi que celle-ci est sinon une tentative de guérison, et Suzanne, tu nous avais invités au calembour « Guéris donc », du moins un essai jamais achevé de réparation des traumas multiples de l'enfance, dont une angoisse perpétuelle signifie la dette sans doute insolvable. Lourd tribut que le narrateur imagine dû à la dame, mais en quel sens ? Et dont il rêve s'acquitter au moyen d'un bossuaire brodé d'histoire. Comme le souligne le récit de la fin de la maladie de Ferdinand, si dévoilement est le nom grec de la vérité, alors angoisse est pour le narrateur le nom de la connaissance ultime, de cette épistémé dont Socrate disait qu'elle est un don divin, celle qui donne l'exacte formulation de la vérité de l'être et qui fait de la maladie de Ferdinand une fièvre initiatique. Je cite le texte de Mort à crédit. « Il ne reste rien au monde que le feu de nous, un rouge terrible qui vient me gronder à travers les tempes avec une barre qui remue tout, déchire l'angoisse. Elle me bouffe le fond de la tétère comme une panade tout en feu. Avec la barre comme cuillère, elle me quittera plus jamais. » Merci.